Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Bienvenue dans notre émission de tous les 2 mercredis du mois. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Karim Saleh. Karim, bonjour. Bonjour Shlomi. Karim, tu es spécialiste des blessures de l'enfance, spécialiste également de l'interprétation des rêves. Ce sera les 2 sujets de notre émission. Et j'ai également le plaisir de te connaître car nous avons fait notre formation en hypnothérapie ensemble, donc à l'école Hypnose, France Hypnose Formation. Et il faut leur rendre cet hommage-là et cet honneur-là grâce à Noémie Kléber et Robert Larsonneur. Donc ça nous a permis de rentrer en contact, de nous connaître. Et tu as également un centre de bien-être à Paris. Et c'est tout un développement que tu as fait. Et donc, on va parler aujourd'hui de ces blessures de l'enfance, comment on peut réparer ces blessures de l'enfance, et puis également les rêves. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Pourquoi est-ce qu'on rêve? Et que signifient les rêves que l'on fait? Karim. Donc, Shlomi, les rêves et les blessures d'enfance. En fait, ce que je fais, c'est les blessures d'enfance. Oui. Et les rêves sont une voie royale pour trouver des solutions et trouver des chemins. J'ai eu le privilège, très tôt, en commençant ma pratique d'hypnose il y a quelques années maintenant, lors d'une des toutes premières hypnoses que j'ai faites en reconstitution de rêve, de tomber sur une situation avec quelqu'un qui m'était très cher. Okay. Et donc quelqu'un que j'aimais profondément. Et puis à partir d'un rêve sont sorties des choses très très intéressantes. Et je suis sorti de là en me demandant si j'avais envie de continuer à faire de l'hypnose. Oui, parce que c'est assez puissant. C'est très 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 puissant. En fait, si juste on peut résumer comme cela, l'hypnose, c'est pouvoir s'adresser à l'inconscient. D'accord, on va parler à l'inconscient de la personne. Et finalement, le rêve, c'est l'inconscient qui s'adresse à la personne. Absolument. Donc, on va avoir un message de l'inconscient. Pas tout ce qui est marqué, parce que pas tout ce qui est dit dans le rêve est à prendre. Il y a des choses à prendre et à laisser. Mais en tout cas, on a un message de l'inconscient qui arrive à la personne et via son rêve. Tu as tout à fait raison. Et donc, en fait, soit dans l'un, soit dans l'autre, et finalement, tu as fait les 2. Tu as tout à fait raison, et je continue à faire les 2. Voilà. Ce qui était très intéressant, c'est qu'en travaillant, j'avais déjà travaillé des rêves, mais ça n'avait jamais été de cette puissance. L'hypnose est une thérapie d'amour. La première chose dans l'hypnose, c'est le rapport. S'il y a rapport, tout est possible. S'il n'y a pas rapport... Rapport de confiance. Exactement. Il faut qu'il se passe quelque chose. Oui. Ça m'est déjà arrivé avec certaines personnes de ne pas pouvoir connecter. Bien sûr. Et effectivement, de ne pas travailler que sur tous les sujets que je travaille. Donc, systématiquement, je travaille les blessures d'enfance. Il y a beaucoup de points d'entrée vers ces blessures d'enfance et il y a beaucoup de points et de chemins pour y aller. Donc, à partir de là, je me suis rendu compte de la puissance des rêves et j'aurai l'occasion de développer ça tout au long de cette émission. Oui, bien sûr. Et je me suis rendu compte du travail qui pouvait en être fait et de ce qui peut en résulter, puisque dans les rêves de la personne se trouvent des messages qui sont très 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 subtils et que la personne est capable de décoder pendant une séance d'hypnose. Ce qui est intéressant dans ces rêves, et je ferai la jonction avec d'autres choses, c'est que dans le rêve, tu vas avoir à la fois la cause des difficultés de la personne, leur origine, le mécanisme et la solution. Tu vas avoir le rêve reçu, et puis tu vas aussi, lors de séances d'hypnose, induire un rêve. Ouvrir la clé aussi. Ouvrir la clé, voire, dans certains cas, induire un rêve. C'est-à-dire que pendant une séance d'hypnose, tu vas suggérer à la personne de faire le rêve suivant. Et la personne, lors du rêve suivant, en le reconstituant,
je prends l'exemple d'un jeune homme, un ami, que j'avais pas vu depuis 2 ou 3 ans. Et cet ami donc est un jeune homme qui a 28 ans. Il m'a passé un coup de fil en me disant qu'il voulait me voir. Donc je pensais qu'il voulait me voir pour me raconter quelque chose. Et en fait, il voulait me voir parce qu'il avait eu un très grave incident de santé. Donc c'est un jeune homme qui n'a pas 1 gramme de gras, qui est en pleine santé, qui est très athlétique, qui court le 100 mètres en 11 secondes. Donc vraiment le gars parfait, et l'incident ne colle pas avec lui. Or, comme je le connais, j'avais pas mal d'input, et je m'étais même entraîné avec lui à certains moments, et je savais qu'il poussait vers l'excès. Il pousse souvent vers l'excès. L'excès de quoi? Dans le sport, il va se pousser bien au-delà. Donc, avec ce jeune homme, nous avons travaillé sur des premières hypnoses, donc debout, beaucoup de non-verbal, pour basculer vers du verbal, où, à un moment, il a commencé à m'expliquer comment, à l'âge de 5 ans, il a vu son papa tomber, et il a eu très peur. Son papa va bien, il a des parents qui sont vraiment très bien, mais son papa, il l'a vu tomber, et à partir de là, il a enregistré que tout pouvait s'arrêter à n'importe quel moment. Cette peur s'est installée profondément en lui. Oui. Ça peut arriver à n'importe qui. Oui, bien sûr. C'est installé. C'est inconscient en plus. Absolument. Donc, quelque part, lors d'une séquence d'hypnose, de ses premières hypnoses, parfois je vais faire 20 séances et parfois je vais en faire 3. Lui, c'était 3. Lui, c'est très rapide. Ouais. Donc, lui, il m'explique que, voyant que ça peut s'arrêter à tout moment, il décide que la solution serait que lui s'arrête avant les êtres qui lui sont chers. Donc, il fait du sport, il connaît sa limite et il dépasse sa limite volontairement. Donc, il provoquait ce qui lui arrive. On fait un travail qui est personnel sans rentrer dans les détails, mais à partir de cette réponse-là, on fait un gros travail de réparation par rapport à un positionnement sur des valeurs et un positionnement sur une acceptation et sur un chemin. Et j'interroge son inconscient. Donc là, j'ai besoin d'une certaine profondeur et j'ai besoin qu'il le valide, non pas par des mots, mais par des réactions du corps qui sont extrêmes. Pas extrêmes dans le sens violent, mais qui sont extrêmes, c'est-à-dire des choses qu'on ne ferait pas si on était conscient. C'est ça. Et des mouvements idéomoteurs notamment, et encore absolument. Plus. En fait, c'est des idéomoteurs où si tu ne le rattrapes pas, il tomberait. Oui, c'est ça. Ça effectivement, il a confiance en toi et en plus, il t'affirme que c'est lui. Donc là, je lui dis, c'est ok. Je lui dis c'est ok. Et puis je lui dis, s'il reste un travail à faire, fais-le dans les rêves des jours qui viennent. Il revient, il rappelle Meriem, qui est une de mes collègues qui a des mains magiques et qui en plus organise l'agenda. Et donc Meriem me dit, un tel te dit qu'il a fait un rêve un peu étonnant. Est-ce que tu le prends? Je lui dis oui, tout de suite, pendant que le rêve est frais. Il faut essayer de le faire dans les 2 semaines, c'est mieux. Oui. Sauf si c'est un rêve répétitif, là on peut le faire plus tard. Et donc, donc je vois le jeune homme. Et le rêve était un rêve résolutoire, simplement avec le switch qu'il y avait, il demandait de l'aide, puisque maintenant il avait soif de vivre et il avait envie d'apprendre, puisqu'à un moment il voyait quelqu'un et tu reconstitues le rêve, tu vois des objets, tu vois des personnes dans le rêve et tu orientes la personne pour qu'elle interroge chacun des objets. Les objets sont tout aussi intéressants que les personnes. Tout ce qui n'est pas à sa place, c'est ton inconscient qui cache quelque chose qui, effectivement, est derrière. Donc, à un moment, je lui ai demandé, et cette chose, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Il m'a dit, la soif de vivre. Et là, effectivement, on a continué. Donc, c'était un rêve en 2 actes. C'est très intéressant quand on parle des rêves. Les rêves, en général, si on n'a pas été réveillé par le réveil, je conseille à tous nos auditeurs
ne pas se réveiller, en fait. En fait, de se réveiller naturellement, de faire ce qu'il faut, parce qu'en fait, un rêve, il peut être en 2 actes ou en 3 actes. Il y a des exceptions, mais 90% des rêves sont en 2 actes ou en 3 actes. Un rêve en 2 actes est un rêve où la situation est posée, le problème est posé, et la solution est là. La solution n'est pas là. Ah bon? Un rêve en 3 actes. Ah oui, il y a la solution. La solution est là. Donc effectivement, c'est marrant parce que la première fois que j'ai commencé à me rendre compte de ça, j'ai été chercher dans la littérature, j'ai vu d'autres gens qui avaient commencé à aborder la même chose. Et effectivement, tout de suite, ça m'a rappelé mes cours de littérature donc à l'école, à l'université. Et donc, je me suis souvenu qu'une comédie est en 3 actes et une tragédie est en 2 actes. Donc un rêve en 2 actes va te donner le problème, et c'est à toi, hypnothérapeute, avec la personne, de créer le 3e acte. Un rêve en 3 actes est un rêve qui te donne une information intéressante. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas améliorer encore, parce que parfois la solution est une solution qui apporte un certain équilibre. Donc ce jeune homme, il avait cette chose lui apportait la soif de vivre, et donc il voulait introduire cette chose dans sa vie, mais cette chose qui l'introduirait dans sa vie pour toutes sortes de raisons n'était pas compatible avec sa vie familiale, et il a absorbé lors de l'hypnose cette soif de vivre. Mais c'était un moment très agréable d'avoir cette personne qui, une semaine avant, était en autodestruction profonde, et aujourd'hui elle te dit qu'elle a soif de vivre. C'était le revers de la médaille de cette autodestruction, c'est son revers de la médaille, c'est exactement. Ça. Et il cherchait maintenant comment est-ce qu'on fait, allez, 23 ans, entre 5 ans et 28, 23 ans à chercher comment en finir, à maintenant je veux vivre, comment on fait pour vivre. C'est ça, et c'est donc la transformation de grâce au rêve, grâce à l'hypnose, de pouvoir lui faire le métamorphoser en 2 actes. Donc là on est dans un rêve induit, puisqu'en fait le travail a été fait hors rêve. C'est ça. Or je vais raconter une autre histoire. Il y a quelque chose de particulièrement intéressant, c'est quand les gens ont des enfants en bas âge ou qui sont sur le point d'avoir des enfants, qu'ils sont souvent prêts à une transformation profonde en eux. J'ai eu beaucoup de cas où tout d'un coup, les gens, ils ne l'expriment pas comme ça, mais ils viennent en disant « je veux réparer quelque chose en moi parce que l'inconscient et l'inconscient, le non-verbal et le non-verbal, c'est l'essentiel de la communication, mais c'est pas ce que je dis à mes enfants que mes enfants vont apprendre, c'est ce que je suis qu'ils vont copier. » Donc eux-mêmes veulent être mieux, et c'est là qu'ils ont besoin de cette transformation, de se libérer de cette chose pour casser ce cycle de père en fils et garder de père en fils les bonnes choses. Garder de père en fils les bonnes choses et ne pas garder de père en fils les choses dont il faut se libérer. Oui, et moi je trouve que c'est assez rare ce que tu dis, parce que les gens qui viennent, en tout cas les gens qui viennent me voir, viennent après coup. Ils viennent et disent, je suis mal, une fois que j'ai eu mon premier enfant, une fois que j'ai eu mon enfant, ça a réveillé chez moi des choses. Ils viennent pas avant le coup, ils ne le savent pas encore. Une fois qu'ils ont leur enfant, et alors là, tout leur mal-être de l'enfance se réveille et remonte à la surface. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'il y a un travail urgent à faire. Tu as tout à fait raison, c'est les deux, c'est avant coup et après coup. Oui. C'est en fait, après coup, c'est encore plus fort parce qu'ils ont l'enfant et ils cherchent une solution. Et la solution se déclenche, le besoin se déclenche à peu près je pense, en tout cas, à peu près à la même phase où pour eux, ça s'est déclenché. Oui, c'est vrai, tout à fait. Je peux prendre l'exemple d'une jeune fille d'origine américo-latine, très brillante, très brillante, ayant une carrière brillante et ayant une toute petite fille et qui développe toutes sortes de symptômes qui se développent à peu près au début de sa grossesse. D'accord. Moi, quand elle vient me voir, c'est comme tu dis, elle a une enfant qui a, je crois, 2 ans. 2 ans. Ouais. Mais depuis 2 ans, elle est en quête.
Ouais. Elle est en quête et elle, ça a été un chemin beaucoup plus long. Et le chemin s'est ouvert. Le nombre de régressions qu'on a faites, les régressions sont magiques, elles sont géniales, mais le nombre de régressions qu'on a faites qui ne nous amenaient pas au cœur du sujet, au cœur du réacteur, et on en a fait toutes 4 peut-être. Et là, tout d'un coup, au moment de reconstituer un rêve, elle se retrouve avec une poussette, la poussette de sa fille. Et la poussette n'est pas là. Pardon, la poussette est là, mais le bébé n'est plus dans la poussette. Et là, elle interroge la poussette. Okay. C'est l'objet. Elle interroge l'objet. Donc, au début, la poussette, elle ne veut pas répondre. Tu rappelles à la personne que la poussette est dans sa tête, et qu'elle a le droit d'avoir toutes les réponses. Okay. Donc, à ce moment-là, en insistant un peu, le rêve s'arrête et elle se retrouve donc dans le ventre de sa maman, avec son petit frère qui n'est plus et qui est réabsorbé par la maman. Donc, il faut comprendre, même si c'est quelques semaines, le compagnon, son cerveau est formé et son compagnon de vie disparaît. Et là, elle commence à s'exprimer pourquoi lui et pas moi, pourquoi moi et pas lui. Et se met en place un certain nombre de mécanismes et de fragilités. Et à partir de cet instant-là, le travail avec cette fille n'a plus du tout été pareil, puisque le rêve nous a renvoyés à la disparition du bébé. Et ces mots ont commencé à partir du moment où elle s'apprêtait à elle-même être enceinte. C'est ça. Et elle a fait tout ce chemin, on a fait un travail, et bien sûr quand tu es face à ça, il n'existe aucun mécanisme, aucun protocole pour lequel tu es préparé. Non, c'est... Qu'est-ce que tu vas lui raconter, quelle métaphore, qu'est-ce que tu vas aborder, et tu t'adaptes, et puis en général la créativité t'amène à ce qu'il y a à faire. Oui, la créativité c'est le maître d'œuvre de tout ça. Un thérapeute qui n'est pas créatif ne peut pas réussir dans ce domaine-là, parce qu'on est dans le domaine de l'esprit, le domaine du mental, le domaine de l'inconscient, et qu'il faut être dans une bienveillance extraordinaire avec des intentions totalement bonnes pour pouvoir, et à ce moment-là, ouvrir le chemin de la créativité. Et c'est vraiment un chemin qui c'est un chemin qui se fait ensemble. Oui, voilà, c'est ça. Nos deux créativités donnent plus bien sûr. Nos créativités additionnées. Bien sûr. Donc, pour rebondir sur les rêves, on a dans nos cultures, dans la littérature, beaucoup de mentions de rêves. Et par exemple, dans la Torah, dans la Bible, on a les rêves de Jacob, les rêves de Joseph, les rêves du Pharaon. Il y a beaucoup de rêves qui sont racontés, et les rêves font partie de ce que nous sommes et font partie de messages qui peuvent être soit des messages prophétiques, donc ce sont des rêves prémonitoires, ou bien ce sont des rêves qui vont nous parler du passé, de ce qui s'est passé dans notre passé. Ou alors il y a aussi une autre catégorie de rêves, c'est un rêve où des personnes qui ont disparu viennent nous voir. Parce que, et en tout cas donc, moi c'est dans le judaïsme, on dit que lorsque l'on va dormir, c'est 1/60e de la mort, c'est que l'âme remonte en haut, elle quitte le corps temporairement, et elle va visiter d'autres âmes. Et lorsque elle va visiter ces autres âmes, c'est là qu'elles apparaissent en rêve. Et on apparaît en rêve, donc elles voient et elles reçoivent des messages des personnes qui ont disparu. Et ces messages peuvent être très très forts d'ailleurs. Donc j'en ai fait l'expérience avec toi, puisque c'était un rêve au sujet de mon père. Et tu m'as gentiment proposé lors de notre formation de faire cette reconstitution de rêve qui a très très bien marché, c'était extraordinaire. Mais je dois t'avouer que je me souviens plus très bien. C'est que ça a bien marché. Voilà, c'est ça. L'amnésie s'est installée, c'est résolu, et c'est très bien. Voilà, c'est ça. Je me souviens juste que ça avait bien marché et que... Et tu te souviens que ça avait un trait avec ton papa et quelqu'un d'autre. Ah oui. Te souviens-tu qui était l'autre personne?
Alors, était-ce mon oncle, peut-être? Bravo! C'est ça. Bravo. D'accord, voilà, ok. Très bien, qui est le frère de mon père et qui sont partis tous les deux, pratiquement en même temps. Mais voilà, mais c'est tout et je te remercie du travail qu'on a fait ensemble. Donc ça, c'était assez extraordinaire. Qu'est-ce que tu peux dire donc justement sur ça par rapport à la littérature qui existe, par rapport aux textes anciens, sur les rêves et ce que je viens de te dire? En fait, tout le monde cherche à aborder les rêves. Donc il va y avoir les écoles chamaniques. Okay. Il va y avoir les écoles chamaniques lorsqu'il y aura le congrès, en fait, en avril, le congrès des origines de l'hypnose. On va voir effectivement les gens qui parlent des écoles chamaniques, les écoles grecques, les écoles religieuses, Okay. les trois grandes religions parlent du rêve. Et puis tu vas avoir tout un tas de gens qui travaillent sur les rêves lucides, des gens qui travaillent sur les rêves prémonitoires, les rêves effectivement où on visite. Et ce qu'il faut, c'est quand tu reconstitues un rêve, être très très humble. Déjà travailler avec les convictions de la personne, avec ses croyances et ses convictions, ça t'aidera toujours. C'est un travail ensemble. Oui, bien sûr. Et avec ça, petit à petit, interroger son rêve personnel, où est-ce qu'il en est. Tu vas tomber sur différents types de rêves. Tu vas avoir le rêve où le corps parle à la personne. Tu vas avoir le corps parle à la personne, mais tu vas parler au corps. Oui. Tu vas parler au corps et la personne va te dire ça. Tu peux même l'orienter vers un médecin et c'est assez bluffant parce que le médecin, il trouve ce que la personne t'a dit dans le rêve. C'est ça. Ça, c'est très bluffant. Tu vas avoir parfois le rêve où la personne va te dire ça vient du corps et la personne va te donner la solution. Parfois, tu vas avoir des rêves qui n'ont pas de rapport avec le corps. Si la personne a des symptômes répétitifs, lointains, et elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Et puis tu vas voir, là c'est très particulier, parce que la personne, elle va te raconter donc une métaphore très onirique, qui est le rêve, et au milieu vont commencer à apparaître des symptômes. Là, il faut toujours poser la question, est-ce que les symptômes sont liés à ce rêve? La personne te répond, et là, c'est un grand moment, vraiment un très très beau moment, quand la personne, tu lui poses la question, est-ce que si on résout ça, tes symptômes seront résolus? Si la personne te répond oui, systématiquement, chaque fois, Oui. c'était oui. Quand on avait résolu, c'était bon. Donc, et bien évidemment, et ça va dans le sens de l'introduction, beaucoup de blessures, l'immense majorité, sont des blessures qui vont venir de très 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 loin dans l'enfance. Et même dans la grossesse. Oui, même dans la grossesse, exactement. Pré-enfance. Et c'est assez amusant parce qu'en fait, on va trouver beaucoup d'écoles, il faut les respecter toutes, où des gens vont te dire c'est des héritages cellulaires. On peut y croire moins. Ce qui est certain, c'est qu'une peur d'une mère ou une peur d'un père va se transmettre. Et elle va se transmettre et donner, on en parlait en déjeunant, comment une peur dans une tradition fait en sorte qu'une maladie existe plus dans cette culture que dans une autre. Oui, oui. Donc cet héritage, il vient de loin, il peut s'expliquer par des choses qu'on ne sait pas expliquer, mais en tout cas, il faut juste prendre ce que la personne te dit, le respecter et travailler avec ça. Et ben voilà, c'est très intéressant, c'est même plus que ça, c'est passionnant. On va prendre une petite pause musicale et revenir tout de suite. Merci beaucoup Karim. On est de retour avec Karim Saleh sur les blessures de l'enfance, l'interprétation des rêves et on va donc continuer sur ce thème-là. Est-ce que lorsque l'on fait des rêves qui sont significatifs ou qui sont troublants, ça veut dire que l'on a eu une blessure dans l'enfance? Quand on fait un rêve qui est significatif ou troublant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire. Quelque chose à faire, et ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire qui, soit le rêve a résolu ce qu'il y avait à résoudre, soit le rêve n'a pas résolu ce qu'il y avait à résoudre. 99% des cas, ça va avoir un trait avec l'enfance. L'enfance ou l'avant-naissance, mais quelque chose qui a commencé très tôt. Donc, oui, quand on fait un rêve troublant,
ça vaut le coup. Maintenant, parfois, quand on reconstitue un rêve troublant, il y a différentes techniques. Donc, mon expérience, ma première expérience des rêves, c'est moi qui ai été hypnotisé pour reconstituer un rêve. Et c'était vraiment par hasard. C'était par hasard, à Barcelone, j'ai vu une boutique dans la rue où c'était marqué hypnose. J'ai toqué à la porte, j'ai dit, est-ce qu'on peut m'hypnotiser? Oui, pourquoi? J'en sais rien, je suis curieux et j'ai envie de voir ce que c'est. Et puis la dame me dit, ok, rendez-vous demain. Donc j'ai pris rendez-vous le lendemain. Et puis j'arrive et puis je lui demande, est-ce que c'est comme dans Astérix? Je vais me voir hypnotiser et sortir. Et puis la dame me dit, il n'arrivera que des choses que tu souhaites. Donc je discute avec elle et puis je lui dis, voilà, on fait une séance, c'est agréable. Et après la séance, beaucoup de choses bougent en moi. Elle a fait un très bon travail. Elle faisait de l'hypnose gestaltique. C'est-à-dire, écoute ton corps et ton corps te renvoie vers des choses qu'il y a à travailler. Donc, Yolanda, pour la citer, à Barcelone. Donc, Yolanda fait un très bon travail. Et puis, je reviens à Barcelone un mois après, parce qu'en fait, on a 2 centres à Paris et un à Barcelone. Je reviens à Barcelone. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les centres ont commencé, puisque j'ai recruté Yolanda, j'ai démarré les centres, en fait, les 3 centres. Yolanda et Martha, en fait, qui fait du massage et du Reiki. Et je lui dis, j'ai fait un rêve troublant, et on reconstitue le rêve. Et ce rêve-là, ce jour-là, est un des 10 jours de ma vie. Alors, si je dois choisir 10 jours importants dans ma vie, il y avait celui-là. Donc, c'était un rêve très, très, très troublant, mais en le reconstituant, il y avait les 3 actes, et le rêve était résolu. C'était un rêve où j'affrontais mes peurs qui venaient de très loin. Et du coup, ce rêve qui était très troublant le lendemain, en réalité, était un excellent moment, et j'étais juste en train de m'ajuster pour vivre. Donc ça s'est résolu tout seul. Ceci étant, je suis admiratif et heureux d'avoir reconstitué ce rêve qui me disait que tout ira bien. Oui, parce qu'en fait, quand tu dis reconstituer le rêve, il faut quand même expliquer qu'est-ce que ça veut dire reconstituer un rêve. Il faut savoir aussi que la plupart des gens ne se souviennent pas de leur rêve. Et ce qu'ils vont raconter, c'est peut-être des restes, des bribes de souvenirs qu'ils ont eu du rêve. Et c'est peut-être pas tout le rêve qu'ils vont raconter. En mode conscient, tu ne te rappelles pas des 2 ou 3 actes. Je ne parle pas des exceptions, tu les as abordées. Ce serait trop long de rentrer dans le détail sur des rêves prémonitoires, des déjà-vus, tout ce qui touche tous les travaux de Jung. Ceci étant, le rêve, qui est l'essentiel des rêves, effectivement, tu te souviens d'un petit morceau. Un petit morceau, un flash, c'est suffisant pour qu'en hypnose, tu re-rentres complètement dans le rêve. Et que tu le retrouves alors. Ah, tu le reconstitues de bout en bout et tu interroges les personnes, les objets, tout ce qui est significatif jusqu'à ce que tu aies les réponses, les solutions. Le nombre de fois où un rêve, avec des gens avec qui je travaillais, m'a donné le modus operandi des 4, 5, 10 séances suivantes. Je savais, à partir d'un rêve, tout ce qu'il y avait à faire et à partir d'un autre rêve, si c'est bon. C'est ça, donc quand tu appelles reconstitution, ça veut dire que tu vas le refaire? Tu le refais avec des pauses pour interroger les personnes, les objets, les mouvements, ce qui se passe. Voire même, dans certains cas, tu revis le même... Il y a plein de techniques, mais une des techniques qui est très surprenante, c'est maintenant, tu es le rideau. Je vois que la personne a beaucoup parlé du rideau. Ce rideau, pourquoi est-ce qu'il me parle de ce rideau? Et donc, maintenant, tu es le rideau. Non, je ne suis pas le rideau. Si, tout ce qui est dans ta tête et toi, c'est différentes parties de toi. Alors maintenant, raconte-moi le rêve vu par le rideau. Et là, le rideau te raconte, je te prends un vrai exemple, la personne, c'était, tu vois, j'avais interrogé, il y avait un cadavre. Donc j'avais interrogé le cadavre il répondait pas, il était peu intéressant. Et j'ai remarqué qu'il m'avait parlé d'un rideau. Je t'ai parlé tout à l'heure de la poussette. Oui, bien sûr. Et donc, le rideau, tu es le rideau et raconte-moi ce que tu as vu. C'est qui a fait ça? Ah, ben la personne, c'est ma sœur et moi qui avons tué le cadavre. Et t'as ton autre sœur? Non, mon autre sœur, elle a refusé de participer. Ok. Tu vois, le rideau, tout d'un coup, il te raconte que c'est eux qui ont... Voilà. Et maintenant, est-ce que tu peux me dire, toi, le rideau qui a tout vu, qui est ce cadavre? Ce cadavre est l'inactivité. Ma sœur et moi, on est prêts à travailler et à reprendre une vie active. Notre 3e sœur, elle a refusé. Ah, c'était pas un vrai cadavre?
Ah, bien sûr que non. Peut-être, ça aurait pu. Bien sûr que non. On va découvrir le meurtrier. Absolument. Le symptôme, ça, heureusement, je ne l'ai pas eu. Ouais. J'ai eu une fois où pendant une hypnose, j'ai cru, et je dis j'ai cru, c'était faux, heureusement quand on a été jusqu'au bout, que la personne allait m'avouer un truc inavouable. Et j'ai eu très peur, parce que comme j'ai promis à la personne, bien sûr que ce qui se passe, ouais. De si jamais c'était ce que je craignais, qu'est-ce que j'allais faire? Et très vite dans ma tête, je me suis dit, de toute façon, on est dans le rêve et dans l'hallucination. Donc, il n'existe pas de vérité, il n'existe que de la perception, c'est peut-être juste une fantaisie. Oui, c'est ça. En tout cas, ça aurait pu arriver que quelqu'un va révéler... une volonté de se débarrasser de quelque chose. Mais ce qui est intéressant, ça ne va pas être ça. Ce qui va se révéler, ça va être ce qui vient de l'enfance. J'ai été renvoyée à un rêve, un jour où je ne reconstituais pas un rêve, avec une jeune fille avec qui je travaillais, en fait, cette jeune fille, en fait, faisait des films pour adultes. Ok. Elle m'avait été référée par un médecin qui m'avait demandé de travailler avec elle parce qu'elle se mettait en danger, dans tous sens. Donc, elle présentait beaucoup de signes. Les blessures d'enfance, dans 80, très souvent, sont anodines vues par l'adulte, et profondément ancré vu par. Mais de temps en temps, il y a des choses lourdes. Ouais. Donc, elle présentait quand même beaucoup de signes d'abus d'enfance. Et vu par mon regard d'adulte, j'ai beaucoup travaillé la réparation des abus d'enfance qui se sont confirmés par des techniques que tu connais très bien, de changement de perception, de reparentage et changement de perception. Ouais. Ceci étant, un jour, le cœur du problème, il venait de beaucoup plus loin, et elle avait un tic où elle jouait beaucoup avec ses cheveux. J'ai remarqué qu'elle jouait avec ses cheveux, bon, c'est un signe de nervosité, mais dans son cas, c'était excessif. Je veux dire que ça t'intéresserait de savoir. Elle a fermé les yeux, je veux dire, remonte à le moment où tu as joué avec tes cheveux. Elle est remontée à un rêve qu'elle a eu à 1 an, le jour où son frère est né et a pris sa place dans le lit de ses parents à sa place. Et l'origine de son mal venait de là. Il ne venait pas des abus. En fait, les abus aussi, mais ça a été réparé. Ouais. Donc voilà. Ah oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment impossible pour une personne de se souvenir de ça. Et je n'envisageais même pas que c'est possible. Elle joue avec ses cheveux, revient au moment, et je découvre qu'elle est au milieu d'un rêve. Et qu'elle est en train de me raconter le rêve. Et que le rêve est en 2 actes, et que le rêve n'est pas terminé, et qu'elle a un problème parce que son frère a pris sa place auprès de ses parents. Et comment tu as terminé alors? Pardon? Comment tu as terminé? Ben, on a terminé la 3e phase du rêve. On a terminé la 3e phase du rêve, et puis voilà. Très bien. Très très bien. Ben, écoute, c'est passionnant. En tout cas, il y a un proverbe qui dit pour vivre ton rêve, réveille-toi. Et donc, c'est quelque chose, en effet, il faut se réveiller. Et il faut avoir des rêves dans la vie, ce sont d'autres rêves, mais c'est vrai qu'en hypnose, on est dans un rêve éveillé, dans une rêverie éveillée en tout cas. Oui, oui, toutes les hypnoses sont rêveries éveillées. Et donc, on arrive à retracer et retrouver le rêve que l'on a fait en dormant, puisque tout est inscrit de toute façon dans l'inconscient. Et celui qui est compétent pour le faire va pouvoir retrouver et remonter. Tu peux remonter. En fait, tout ce qui... C'est sûr, moi je pense comme toi que tout est inscrit. Ouais. Mais ce dont je suis sûr, c'est tout ce qui a laissé une émotion est inscrit. Absolument. Ça, j'en suis sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Peut-être que tout est inscrit. En tout cas, ce qui est certain, c'est tout ce qui a laissé une émotion et par conséquent un processus est certainement inscrit. Ça, c'est sûr, c'est inscrit. C'est ça. Et si ça a une utilité, bah, tu y accèdes. Très bien, extraordinaire. On va prendre une petite pause musicale et revenir tout de suite. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec Karim Saleh, spécialiste des rêves. Et Karim, une question, quelqu'un vient chez toi, il a eu un rêve, il a fait un rêve qui l'a troublé. Tu vas donc lui demander de raconter son rêve. Combien de temps dure une séance ou les séances? Comment ça se passe pratiquement? Ma pratique est assez particulière. Je pense que tu l'as vu. Je l'ai vu. Tu l'as vu. Oui. Donc, je vais avoir des séances qui peuvent durer 5 heures, c'est le plus long que j'ai fait, 5h30. Comme je vais avoir parfois des pratiques qui vont durer 25 minutes. La moyenne est aux alentours de 2h30, 3h.
Donc je prends en réalité 1 à 2 clients par jour le soir après mon travail, puisque moi je fais ça comme une vocation. Oui, oui. Donc je vais soit prendre quelqu'un, pour la première fois, en général c'est court la première fois, soit prendre quelqu'un où il n'y a pas de travail profond, mais le travail profond, ben, il va durer le temps qui dure, le temps qu'on résolve ce qu'il y a à résoudre, puisque je ne peux pas anticiper combien de temps ça va prendre, compte tenu de la nature de ce que je fais. Oui. La moyenne se situe autour de 2 heures à 3 heures pour une séance où on est au cœur du réacteur, donc où on se retrouve. Et donc avec un rêve, c'est totalement imprévisible. Parfois tu vas voir quelqu'un qui a peut-être entendu cette émission et qui a tellement envie de revivre un rêve qu'il va venir avec un rêve, et puis le rêve est vraiment très anodin. Et puis parfois tu vas arriver avec quelqu'un qui a vraiment un rêve. Vous êtes bien sûr les bienvenus, moi j'accepte tout le monde, mais si le rêve est très troublant ou que le rêve est répétitif, ça vaut le coup de le reconstituer. Si le rêve n'est pas troublant, c'est-à-dire que si le lendemain, au bout d'une heure ou deux, ça y est, c'est effacé, il n'y a rien qui reste, passez votre chemin, vous avez résolu votre problème, tout va bien. Oui, c'est ça, il faut que ça marque. En fait, il faut qu'il y ait un message. Il faut qu'il y ait un message. Il faut que vous sentiez qu'il y a il y a un message qui arrive et dit mais pourquoi vous j'ai sentez une émotion qui est là, une émotion qui est là et qui ne passe pas. Pour prendre l'exemple de mon rêve qui m'a mis sur ce chemin-là, oui. Le lendemain j'ai ressenti le besoin d'appeler tous les gens que je connaissais et je les appelais. Allô, est-ce que ça va bien? Oui, les gens me disaient non, c'est très bien, merci beaucoup, je veux savoir si ça va bien. Je raccrochais, je prenais le suivant. Et ça a duré comme ça jusqu'à ce que je me rendorme la nuit et le lendemain j'étais bien. Oui, c'est ça. Donc mais ça c'est un cas extrême. Là j'avais visité toutes mes peurs. Oui, c'est ça. Donc en tout cas, voilà, les rêves c'est infini. Les rêves c'est infini parce qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de messages qui peuvent être donnés pour en fait arriver à une résolution de problème, une résolution de vie, une amélioration de vie, un bien-être en plus à avoir. Et donc je suppose que tu dois avoir des tas d'anecdotes et de gens quel est le rêve qui t'a peut-être le plus marqué parmi les gens qui t'ont vu? En fait, ceux que j'ai évoqués m'ont bien évidemment marqué jusque-là. Ce qui me marque assez souvent, et puis je te donnerai un exemple précis, ce qui me marque assez souvent, c'est que dans certains rêves, on va vraiment me donner le modus operandi. C'est-à-dire, on va me dire, j'ai besoin de faire ça, 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 ça. Et ce qui est bluffant aussi, c'est qu'à la sortie de l'hypnose, les gens peuvent se rappeler ou peuvent être en amnésie. Les deux existent. Moi, je provoque parfois des amnésies, mais là, je ne le fais pas. Dans les retraites, je ne le fais pas, je ne le fais surtout pas. Et là, je dis aux personnes, votre solution, elle est ça, 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 ça. Puis les personnes, elles me regardent, elles me disent non. Et moi, je suis toujours très surpris parce que la personne, elle me parlait, j'ai l'impression qu'elle me parlait normalement. Et la personne, j'ai envie de lui dire, tu te moques de moi. Et du coup, parfois, je leur fais refermer les yeux, je leur fais redire ce qu'ils ont dit en l'enregistrant, en leur disant, voilà les clés de votre solution. J'ai eu par exemple quelqu'un qui m'a dit, il faut que j'achète un chien. Ok, dans son rêve. Dans son rêve. Dans l'hypnose, enfin dans absolument. la séance. Ouais. Et puis à la sortie, la personne, hors de question que j'achète un chien. Hors de question que j'achète un chien, il faut le promener, il faut. Voilà, je ferme les yeux. Il faut que j'achète un chien. Regarde, t'as dit il faut que j'achète un chien, c'est pas moi, tu te débrouilles. je fais de l'humour. Bien évidemment, on a retravaillé autour de ça. Qu'est-ce que voulait dire il faut que j'achète un chien? Et c'était une autre séance. Un rêve très marquant, qui était très très intéressant, était en fait un jeune homme qui, au milieu d'un rêve, s'est mis, donc voilà, il a eu une abréaction, il s'est mis à pleurer. Et puis après avoir beaucoup pleuré, on a travaillé, et puis au bout d'une heure et demie de travail, j'avais en fait, on avait avancé, et là tout d'un coup, il commence à avoir des symptômes. Donc il a des symptômes, il commence à trembler de partout, à avoir une respiration qui accélère. Donc c'est un moment qu'il faut franchir. Lui, il sent, et c'est très très impressionnant, lui, il sent que moi-même, je ne suis pas à l'aise.
et il me dit, dans son inconscient, il ne s'en souvenait pas, Karim, c'est une crise d'angoisse. Ouais. Alors là, je repasse en mode, ok, j'ai une réponse, ça va. Pourquoi? Il me répond, bah, je te montre ce que tu as à résoudre. Je me tais, je prends quelques secondes pour réfléchir, et là, il rajoute, parce que tu peux le résoudre, et tu peux le résoudre maintenant. Je lui dis, ok, et je lui dis, où est-ce qu'il faut aller? Il me dit, il faut revenir dans le rêve. Et donc, on revient dans le rêve, et on revit le rêve du début à la fin, du côté de la sorcière. Et il commence à élaborer tout ce rêve du côté de la sorcière qui était dans son rêve, et petit à petit commence à ressortir des envies qui sont contrôlées par son éducation, qui n'arrivent pas à exprimer, qui sont en réalité assez banales et assez légitimes et assez naturelles. Simplement, dans une éducation excessivement stricte, il n'avait pas le droit de les exprimer. Et donc la culpabilité sort souvent dans les rêves et c'est une des choses les plus difficiles à résoudre. La culpabilité ne lui permettait pas de franchir ce cap. C'est ça. Et donc, et grâce à ça, alors, donc grâce à ça, tu as. Il ne fait plus de. Il ne fait plus ce genre. Il ne fait plus de crise d'angoisse. Il ne fait plus ces crises d'angoisse. Il ne fait plus du tout de crise d'angoisse. Et est-ce qu'il a le sentiment de culpabilité? Je pense que non, puisqu'en fait, en tout cas, son comportement au jour le jour, est très différent, très différent, puisque c'est un jeune homme qui considérait que regarder ou parler des filles est une mauvaise chose. Et maintenant, je le vois dans son comportement, il fait des blagues, il parle plus librement aux filles, voilà, il est plus libéré, il est beaucoup plus libéré. Donc, métro, crise d'angoisse, parce que voilà, il se retrouve à proximité, il est tout à fait normal, simplement, on lui a appris que c'était mal, et il y avait son ego était coincé entre, voilà, ses valeurs et ses désirs. Tout à fait. C'est intéressant parce que le rêve, alors moi j'utilise beaucoup également la thérapie par le rêve, mais non pas en interprétant les rêves des gens parce que ils ne viennent pas pour ça. Ils ne viennent pas pour ça, mais par contre, j'induis des rêves. C'est-à-dire que je les fais rêver à une autre vie. Et c'est intéressant parce que on sait que dans chaque langue, il y a des jeux de mots. Il y a des mots qui vont signifier des choses rien que par le jeu de mots. Comme par exemple, en français, quand on a une maladie, c'est que c'est mal à dire. D'accord, c'est le mal qui dit, on s'est dit du mal sur soi-même, on a une maladie, d'accord, ou quand on est ulcéré parce que on s'est créé un ulcère, on s'est fait du mauvais sang, on fait de la bile, etc., etc. Il y en a beaucoup. Et je vais prendre le mot rêve en hébreu. Le mot rêve en hébreu, c'est chalom. Le mot maladie en hébreu, c'est machala. C'est-à-dire que c'est la même racine. Hein. C'est tous la même racine, c'est juste une façon différente de le prononcer. Donc, pour guérir de sa maladie, il faut rêver d'être guéri. Le mot guerre, c'est milchama, c'est à nouveau la même racine, donc on est en guerre avec soi-même. Le mot leachlim, c'est guérir, c'est-à-dire qu'on va guérir grâce au rêve de sa maladie. Et il y a un autre mot qui est toujours en inversant les lettres, parce qu'on est toujours dans la même racine, c'est mochel, donc on est toujours dans ces trois lettres-là, qui veut dire pardonner. Qui veut dire pardonner. Après, il y a encore d'autres lettres là-dessus, mais c'est extraordinaire que lorsque l'on a justement une maladie, c'est souvent parce qu'on est en guerre avec quelqu'un, on ne lui a pas pardonné, et que maintenant il faut rêver le pardon.
Et ça amène beaucoup de belles choses et beaucoup de bonnes choses lorsque l'on travaille sur juste sur ces 3-4 mots qui sont tous reliés par un même dénominateur commun. Et donc, voilà, c'était juste une petite parenthèse par rapport aux rêves que l'on peut induire chez les gens pour qu'ils changent leur façon de percevoir les choses et qu'ils aient un nouvel objectif dans leur vie grâce à ce rêve. Alors, Karim, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Qu'est-ce que Enghien t'inspire comme rêve ici? Qu'est-ce que tu en pensais de tout ça? Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit, ensuite je vais répondre avec grand plaisir. Donc, les anciennes traditions, le congrès dont je t'ai parlé, hypnorigines.com, effectivement... Oui, qui aura lieu le 18 et 19 avril, absolument. On en parlera dans une autre émission. Absolument, il va chercher cette ancienne sagesse, il savait tellement de choses, oui. Toutes ces anciennes traditions, oui. Et il y a le rêve de guérison, qui est ce que tu fais, il y a le rêve de compréhension, et puis le rêve de guérison. Et ce sont deux rêves, et chez les Grecs, pareil, ça et ça. Donc il y avait cette sagesse, et pour rebondir sur le rêve, l'inspiration, en arrivant, je suis arrivé en avance, donc c'est le privilège des grèves, c'est le moment de faire des choses différemment et de profiter. Exactement. Donc je me suis promené à côté du lac, j'ai vu les canards, j'ai vu les cygnes, et puis je me suis arrêté aussi au relais du lac qui m'ont laissé passer aux toilettes, j'avais envie, ils ont été très généreux, et c'est un joli resto, et je vais rêver d'une brise avec les lacs et avec le lac, les canards et les cygnes, et je vais voir ce rêve, qu'est-ce qui m'inspire et qu'est-ce qui m'induit. Et voilà, ça sera un joli rêve lucide ou éveillé. Génial. Merci beaucoup, Karim, d'avoir été avec nous. Et je rappelle à nos auditeurs que notre émission a lieu tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois sur Radio Enghien, IDFM 98, que vous pouvez me retrouver sur YouTube, vous retrouvez toute la retransmission de ces émissions et également prendre rendez-vous avec moi sur Doctolib. Donc merci également à Philippe, à la technique, pour son travail extraordinairement bien fait. Et puis merci à notre invité, Karim Saleh, et à très bientôt. À très bientôt. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mitichamba.com. Oui, alors comment s'appelle le site de ton centre de bien-être? En fait, mitichamba.com. Alors comment tu appelles Miti, M-I-T-I, S-H-A-M-B-A, qui est en fait le guérisseur en Swahili. Ah, très bien. Mitichamba.com, donc il y a 2 centres à Paris, et vous êtes les bienvenus, on mélange beaucoup de pratiques, et comme dit Edouard Tick, dans votre temple du sommeil. Très bien. Merci beaucoup, Karim.